Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons à Versailles. Tout le monde connaît Louis XIV, le roi soleil, symbole de pouvoir absolu et de puissance militaire. Mais que diriez-vous si je vous disais que le véritable artisan de ces premiers triomphes n'est pas le roi soleil lui-même, mais une figure de l'ombre, à savoir Louis Ier de Monaco, prince, souverain et diplomate chevronné. Il occupe une place singulière dans l'histoire des relations internationales de la fin du XVIIe siècle. Son ambassade, auprès du Saint-Siège en 1699, mandatée par Louis XIV, s'inscrit dans une période de grande effervescence politique et religieuse en Europe, héritier d'un territoire à l'équilibre politique précaire. Il sut, par sa diplomatie et ses choix politiques, affirmer l'autonomie monégasque face aux grandes puissances européennes. Cette vidéo vise à analyser en profondeur le parcours de Louis Ier en abordant tant le contexte historique de son ascension au pouvoir que les grandes lignes de son règne, de ses réalisations et de l'héritage qu'il a légué à Monaco. En quoi Louis Ier a-t-il contribué à façonner l'identité politique et culturelle de la principauté? Telle est la problématique qui guidera notre réflexion. Vous voulez en savoir plus sur Louis Ier de Monaco? Venez avec moi. À la veille du XVIIIe siècle, l'Europe traverse une phase de recomposition des équilibres politiques et religieux. La paix de Westphalie en 1648 met fin à la guerre de 30 ans, redistribuant l'équilibre des puissances entre royaumes et principautés. Monaco, petit territoire enclavé dans la France, et les États italiens doivent alors composer avec la rivalité franco-espagnole. Depuis le traité de Péronne en 1641, la principauté s'est placée sous la protection du roi de France, Louis XIII, tout en maintenant une autonomie interne. C'est dans ce contexte géopolitique complexe, fait de pression extérieure, de nécessités diplomatiques, que s'ouvre le règne de Louis Ier Grimaldi. La France, sous le règne de Louis XIV, affirme sa puissance et son rayonnement culturel, tout en cherchant à consolider son influence sur la scène internationale. Le Saint-Siège, quant à lui, demeure un acteur central dans la diplomatie européenne, arbitrant les conflits, légitimant les dynasties, tout en incarnant l'autorité spirituelle suprême. Les relations entre la monarchie française et le Vatican sont marquées par des tensions liées à la régale, à la nomination des évêques et à la défense des intérêts catholiques face à la montée du jansénisme et des minorités protestantes. En 1699, la nomination d'un ambassadeur auprès du Saint-Siège répond à une double nécessité: préserver l'influence française dans la péninsule italienne, tout en garantissant une médiation efficace dans les affaires ecclésiastiques. La diplomatie devient ainsi un outil essentiel au service du pouvoir royal, mobilisant les personnalités capables d'allier loyauté, finesse politique et connaissance des milieux romains. Louis Ier de Grimaldi vient au monde à Monaco le 25 juillet 1642, fils d'Hercule Ier, prince de Monaco, et de Maria Aurelia Spinola. Louis Ier de Monaco appartient à la dynastie des Grimaldi, dont l'histoire est étroitement liée au jeu d'alliance entre les grandes puissances européennes. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur la famille Grimaldi ou la puissance de Monaco. Dès son plus jeune âge, Louis Ier reçoit une éducation soignée, axée sur les lettres, les langues et l'art militaire, préfigurant sa vocation diplomatique. Son enfance se déroule dans un environnement aristocratique, où il reçoit une éducation soignée, axée sur les arts, les lettres et la diplomatie. Mais dès son plus jeune âge, il est initié aux affaires d'État, préparé à succéder à son père dans un contexte politique très délicat. À la mort d'Hercule Ier en 1662, Louis Ier accède au trône princier, héritant d'un territoire dont la souveraineté reste encore fragile face aux ambitions de ses puissants voisins. Le règne de Louis Ier se caractérise par une politique de consolidation de l'autorité princière et d'affirmation de l'indépendance monégasque. C'est important de le souligner.
son accession au trône monégasque en 1662 lui permet d'exercer une autorité politique affirmée, fondée sur la fidélité à la couronne de France et à la préservation de l'autonomie princière. La réputation de Louis Ier comme homme de confiance auprès de Louis XIV se construit au fil des années grâce à une gestion avisée des affaires monégasques et à des missions ponctuelles à la cour. Sa nomination comme ambassadeur extraordinaire auprès du Saint-Siège en 1699 témoigne de la reconnaissance de ses compétences et de son rôle d'intermédiaire privilégié entre Versailles et Rome. Conscient de la nécessité de ménager la France, il entretient des relations étroites avec la cour de Louis XIV, obtenant pour Monaco des garanties de protection, tout en préservant ses prérogatives. Louis Ier s'attache également à moderniser l'administration de la principauté, à renforcer les institutions locales et à promouvoir le développement économique, notamment par des mesures en faveur du commerce et de la fiscalité. Sur le plan diplomatique, Louis Ier se distingue par sa capacité à naviguer entre les intérêts contradictoires des puissances européennes. Il participe à de nombreuses négociations, tant avec la France qu'avec les États italiens, veillant à préserver l'équilibre et la sécurité de Monaco. Son sens politique aigu lui permet d'éviter les conflits majeurs et de garantir la stabilité de son territoire. La mission confiée à Louis Ier de Monaco s'articule autour de plusieurs objectifs majeurs. D'abord, renforcer l'alliance franco-pontificale, garantir la défense des intérêts ecclésiastiques français, tout en obtenant l'appui du Vatican dans les affaires européennes. Pour atteindre ces objectifs, Louis Ier doit déployer une stratégie de négociation subtile, fondée sur le respect des usages diplomatiques, la mobilisation de réseaux d'influence et la maîtrise des codes de la cour pontificale. Les défis auxquels il est confronté sont nombreux. Rivalité entre les puissances catholiques, pression des factions romaines, gestion des attentes du roi de France et adaptation aux évolutions politiques du Saint-Siège. La capacité de Louis Ier à concilier les exigences du pouvoir royal et les sensibilités vaticanes constitue l'un des axes centraux de son action diplomatique. La relation entre Louis XIV et le pape Innocent XII se caractérise par une alternance de rapprochement et de tension. Le roi de France cherche à imposer la prééminence gallicane tout en sollicitant la reconnaissance pontificale de ses politiques religieuses. L'ambassade de Louis Ier vise à apaiser les différends nés de la querelle janséniste et à consolider l'alliance contre les Habsbourg, rivaux de la France en Italie et en Europe centrale. Les négociations menées par l'ambassadeur monégasque permettent d'obtenir des compromis sur la nomination des évêques français et sur la gestion des biens ecclésiastiques. Elles contribuent également à renforcer la position de la France au sein des cercles diplomatiques romains, tout en préservant l'autonomie du Saint-Siège face aux ambitions des puissances laïques. La politique extérieure de Louis Ier s'inscrit dans la continuité du traité de Péronne. Monaco demeure un allié fidèle de la France, tout en cherchant à maintenir une certaine autonomie. Le prince participe à plusieurs missions diplomatiques, notamment auprès du royaume de Savoie et de la République de Gênes, afin de garantir la sécurité de ses frontières et d'éviter l'isolement diplomatique. Malgré les tensions liées aux guerres européennes, Louis Ier parvient à préserver la neutralité de ses frontières et d'éviter que la principauté soit entraînée dans une guerre qu'elle ne peut maintenir et qu'elle ne peut garantir. Son habileté à négocier lui permet de maintenir Monaco à l'écart des grands conflits, tout en profitant de la protection française pour affirmer son statut sur la scène internationale. Parmi les réalisations notables de Louis Ier, on compte la rénovation du palais princier, symbole du pouvoir des Grimaldi et centre névralgique de la vie politique monégasque. Il encourage également les arts et la culture, invitant à sa cour des artistes et des intellectuels, ce qui contribue à l'essor du rayonnement culturel de Monaco. Sur le plan administratif, il met en place des réformes visant à rationaliser la gestion des finances publiques, tout en améliorant l'efficacité des services de l'État.
Louis Ier s'emploie également à développer l'urbanisme de la principauté, favorisant la construction de nouveaux édifices et l'embellissement de la ville. Il veille à renforcer les infrastructures portuaires essentielles pour le commerce et la défense du territoire. Ces initiatives témoignent de sa volonté de moderniser Monaco et d'assurer sa prospérité à long terme. L'évaluation de la mission diplomatique de Louis Ier de Monaco révèle une efficacité notable dans la défense des intérêts français et monégasques. Grâce à ses talents de négociateur, il parvient à établir un dialogue constructif avec les principaux acteurs du Vatican, favorisant une détente relative dans les relations franco-pontificales. Son action contribue à la stabilisation des rapports entre Versailles et Rome, tout en consolidant le statut de Monaco comme partenaire diplomatique reconnu. L'impact politique de la mission s'observe dans la capacité de la France à maintenir son influence sur les affaires ecclésiastiques et à préserver une position dominante en Italie. Les résultats obtenus par Louis Ier témoignent de l'importance de la diplomatie personnalisée, fondée sur la confiance et la connaissance des enjeux locaux, dans la résolution des conflits internationaux également. L'héritage de Louis Ier de Monaco dépasse le cadre de sa mission de 1699. Son action inspire les générations suivantes de diplomates en montrant l'importance de l'expertise, de la discrétion et de la capacité d'adaptation dans les négociations internationales. La tradition diplomatique monégasque s'enrichit de son exemple, contribuant à la renommée du Rocher comme médiateur entre les puissances européennes. La postérité de Louis Ier s'observe également dans la consolidation des liens entre Monaco, la France et le Saint-Siège, qui perdureront au cours du XVIIIe siècle. Son rôle de pont entre Versailles et Rome demeure une référence dans l'histoire des relations franco-pontificales, illustrant la capacité des princes à jouer un rôle d'intermédiaire dans la diplomatie européenne. Comme on l'a vu, la mission de Louis Ier de Monaco auprès du Saint-Siège en 1699 incarne les enjeux et les défis de la diplomatie européenne à la fin du XVIIe siècle. Par son parcours, sa stratégie, ses résultats, il contribue à façonner les rapports entre la France, Monaco et le Vatican, illustrant la complexité des négociations internationales de l'époque. Son héritage invite à approfondir l'étude des interactions entre pouvoirs laïques et ecclésiastiques, tout en envisageant l'évolution des rapports franco-monégasques et franco-pontificales, à la lumière des transformations politiques et religieuses des siècles suivants. En définitive, l'action de Louis Ier demeure un exemple remarquable de diplomatie au service de la paix et de la stabilité européenne, et constitue un sujet d'étude privilégié pour comprendre les mécanismes de la négociation et de l'influence dans l'Europe moderne. En définitive, le règne de Louis Ier de Grimaldi s'inscrit dans une phase charnière de l'histoire, marquée par la consolidation de l'État de Monaco et l'affirmation de son autonomie. Grâce à son sens politique, ses réformes, sa diplomatie, il parvient à préserver l'indépendance de Monaco face aux puissances voisines, tout en lui dotant d'institutions solides. L'héritage de Louis Ier perdure encore aujourd'hui, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire du Rocher et de la dynastie Grimaldi dans son ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.